Je vais dire tout simplement que le mandat impératif, c'est lorsque un parti politique investit un candidat, le candidat est élu, et désormais le candidat qui est élu dépend de ce parti qu'il a investi. C'est-à-dire, avec le mandat impératif, l'élu du dit parti qu'il a investi, n'est-ce pas, peut l'exclure, peut même le démettre de son mandat, avec le mandat impératif. Ça a eu cours dans ce pays, notamment entre 1966, c'est-à-dire 1er septembre 1966, lorsqu'on a unifié, n'est-ce pas, les formations politiques à travers l'UNC, jusqu'au début des années 80. Il y a même une affaire en justice qui a fait des gorges chaudes dans les années 80-83. Je ne reviendrai pas sur cette affaire, ça concernait, n'est-ce pas, les députés fonctionnaires qui avaient été radiés, qui avaient été exclus et qui avaient perdu leur mandat. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer en réalité ce que c'est que le mandat impératif et ses effets et ses conséquences. Vous voyez donc que le parti a prégnance sur l'élu lorsqu'il y a le mandat impératif. Et il peut même, je le dis, parce qu'il y a une affaire très célèbre sur laquelle on va certainement revenir, qui a choqué beaucoup de députés lorsque nous sommes retournés au multipartisme. Et mon copain de l'UPC, c'est de quoi je parle, parce qu'on va en parler, le cas Étienne Soman, qui était élu, n'est-ce pas? Quand je parle de la première législature du retour au multipartisme, je parle des élus issus, n'est-ce pas, des législatives du 1er mars 1992. C'était donc ceux qui étaient là entre 92 et 97. Donc, la tendance, Augustin Frédéric Cordoc avait des députés dans cette assemblée. Il y avait notamment 18 députés de l'UPC, il y avait également des députés de l'UNDP. Ils étaient 68, le MDR 6. Le RDPC avait eu une majorité relative, 88 députés seulement, donc ils n'avaient pas la majorité absolue. Ce sont les formations politiques à l'Assemblée qui étaient majoritaires. Il a fallu que le MDR s'allie avec le RDPC pour que le RDPC, le MDR puissent contrôler l'Assemblée nationale avec le président Cavaille Yégué Djibril, qui est en fonction au perchoir depuis 1992. Voilà un peu pour retracer un peu les faits. Juste, c'est-à-dire la prégnance du mandat impératif qui a fait beaucoup de mal jusqu'au cas de Étienne Soman qui avait été exclu, n'est-ce pas, de l'UPC, tendance Kodok, je dois préciser, parce que ce n'était pas tout l'UPC, toutes les tendances qui étaient allées à cette élection. La tendance d'Etoumanza n'était pas allée à cette élection, avec boycotté. C'est la tendance Kodok qui était allée à l'Assemblée, et parmi ces députés, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui sur les stratégies à l'intérieur du parti, il les a exclus, Soman et deux de ses camarades. C'est comme ça que Soman a quitté l'Assemblée nationale, exclu du parti, il a perdu son mandat. Ça a choqué l'ensemble des députés, y compris les députés du RDPC, qui ont dit plus jamais ça. Et je vais également parler du mandat représentatif, avant d'aborder, si vous le voulez, parce que c'est important, la genèse, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Tout à fait. Oui, oui. Le mandat représentatif signifie tout simplement que la nation élit ses représentants, élit ses élus. Et une fois élus, ces représentants-là se déterminent librement, en toute indépendance, dans l'exercice, n'est-ce pas, du pouvoir politique. C'est-à-dire, dans le mandat représentatif, les élus sont libres, totalement libres, parce qu'ils sont le reflet de la souveraineté nationale. Et je rentre alors dans la Constitution pour qu'on comprenne mieux. Article 15. Constitution du 10 janvier 1996, il y a deux paragraphes qui m'intéressent ici, qui va faire peut-être l'objet du débat ici. Paragraphe 2, chaque député représente l'ensemble de la nation. C'est tout l'intérêt du mandat représentatif. Parce que lorsque vous êtes élu, même si vous avez été investi par une formation politique, vous êtes, pour le cas du député, vous représentez l'ensemble de la nation. Et tous les élus, qu'ils soient des magistrats municipaux, qu'ils soient sénateurs, qu'ils soient conseillers régionaux, tous les élus représentent la nation. En toute indépendance. Ils peuvent, même après avoir été élus, quitter la formation politique
démissionner, appartenir à une nouvelle formation politique, adhérer à une nouvelle formation politique. Ils peuvent aussi être exclus, ils décident d'adhérer ou pas à une nouvelle formation politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils ne vont plus jamais perdre leur mandat. Parce que l'article 3 de l'article 15 de la Constitution dit, l'alinéa 3 de l'article 15 de la Constitution nous dit, tout mandat impératif est nul. Cela signifie que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au mandat impératif, qui faisait en sorte que, même si quand vous avez été investi, le député apprégnant sur vous peut même vous exclure. Désormais, ce n'est plus possible. Donc, on a corrigé une défaillance constatée en 1992 avec l'exclusion d'Étienne Soma. Entre 1992 et 1996, j'irai même plus loin. Entre 1991 et 1996, il y a eu un gros travail qui a été fait dans l'élaboration de la Constitution depuis la rencontre tripartite du 30 octobre au 17 novembre 1991. Tout a en fait commencé, tout le travail constitutionnel a commencé à la rencontre tripartite. C'était l'un des points intéressants obtenus par l'opposition à la rencontre tripartite. Je vais simplement dire que, avant que de rentrer dans tout ce travail qui a fait en sorte qu'on quitte le mandat impératif pour le mandat représentatif, je vais tout simplement citer deux alinéas de la loi numéro 90/056 sur les partis politiques. Il dit ceci, et c'est important de noter. Article 3, paragraphe alinéa 1. Nul ne peut être contraint d'adhérer à un parti politique. Nul ne peut être contraint d'adhérer à un parti politique. Alinéa 4. Nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. J'insiste sur l'alinéa 4 de l'article 3. Nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai suivi beaucoup de débats sur les plateaux de télévision et même dans la presse et sur la place publique, où certains panélistes ont voulu nous faire croire que vous pouvez appartenir à deux formations politiques. C'est-à-dire que lorsque le parti vous a investi, vous demeurez membre de ce parti, même lorsque vous avez démissionné. C'est une hérésie. Ça n'existe pas en droit. Parce que la loi dit, nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. Quand vous démissionnez, vous n'êtes plus dans le parti politique que vous avez investi. Vous démissionnez, vous pouvez créer votre propre parti. Vous appartenez désormais à un nouveau parti politique. Vous pouvez même adhérer à une nouvelle formation politique. Et parce que vous êtes élu, les effets de votre mandat continue avec la nouvelle formation politique que vous avez créée ou alors à laquelle vous avez adhéré. Je prends quelques exemples. Je prends l'exemple de deux députés du SIF qui ont quitté le SIF et qui ont adhéré au RDPC. Et évoquer rapidement la jurisprudence Aya Abine. Le député SIF favori 4, Oscar Edimon Doumbé, qui est bien connu, a démissionné du SIF le 5 octobre 2018. Il a rejoint le RDPC de manière officielle à la séance plénière de l'Assemblée nationale le 19 mars 2019. C'est important, les précisions et les dates. Dès lors, il siégeait dans les rangs du RDPC et agissait comme militant du RDPC et appartenait au groupe parlementaire RDPC. Je prends un autre exemple d'un député SDF qui a rejoint le RDPC. Le député Akamwa, oui, a démissionné de sa formation politique. Je me rappelle bien parce que j'avais les échos de la conférence de presse qu'il avait tenue ce jour-là, après avoir démissionné. C'était le dimanche 22 mars 2015 à Yaoundé, à l'hôtel des députés. Il donnait une conférence, il expliquait pourquoi il retourne dans son ancienne maison. Il disait que le RDP c'est mon ancienne maison. J'ai quitté le RDP, le SDF, parce que la direction du parti, le leadership du parti, je ne me retrouve plus sur le plan idéologique. C'était sous le feu Chairman Nigel Fondi. Akamwa avait donc démissionné pour rejoindre le RDPC et il agissait désormais comme membre du RDPC, militant du RDPC et dans le groupe parlementaire RDPC. Maintenant, rapidement, la jurisprudence Aya Abine, c'est qu'il était député du RDPC au cours de la législature des années. Je me rappelle, c'est en 2011 qu'il a démissionné, il était député. Il décide, la même année-là, cette l'année-là,
il y avait l'élection présidentielle d'octobre 2011. Il démissionne de sa formation politique. Il crée son parti politique, le PAP. Il dépose sa candidature. Et je me rappelle également qu'il y avait eu des contestations au sein du RDPC. Certaines personnalités, là, certains cadres du RDPC avaient porté plainte. Ça l'a fait aller jusqu'à la Cour suprême. Mais il a gagné. La justice a donné raison à Paul Aya Abiné, qui a été candidat de son propre parti politique, le PAP, après avoir démissionné du RDPC. Parce que tout mandat impératif est nul. C'était un ancien ministre d'État, un ancien secrétaire général à la présidence de la République qui a commis un ouvrage. Il est malheureusement dans les liens de la prévention, il est en prison. Marafa Amidou Yaya. Il a été secrétaire général de la présidence de la République entre 1997 et 2002. Donc il fait partie, n'est-ce pas, de ces ministres-là qui ont implémenté la constitution de 1996 en étant secrétaire général du RDPC entre 1997 et 2002, avant d'être ministre de la secrétaire de la présidence, pas du RDPC. Secrétaire général de la présidence de la République. Voilà. Oui, secrétaire général de la présidence de la République entre 1997 et 2002. Avant d'être par la suite, pendant 10 ans, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Vous savez très bien, M. Fauchivet, qui est-ce qui est en charge des organes, n'est-ce pas, de l'aspect organique des textes, de la coordination de tout ce travail-là au secrétaire, à la présidence de la République. Qui c'est? Le secrétaire général de la présidence de la République. Donc c'est Marafa, qui était donc en charge de tout ce qui concerne des textes. Il coordonne tout le travail. Et on avait déjà la constitution qui avait été adoptée, promulguée par le chef de l'État le 18 janvier 1996. Et voici donc ce qu'il dit. C'est très important dans son ouvrage, qui me semble-t-il va clore ce débat sur le mandat impératif qui est nul. C'est à la page 123. Le livre, c'est le choix de l'action. Le choix de l'action, c'est très important, cet ouvrage. Le choix de l'action, mais 10 ans au MINAT. Voici exactement ce qu'il dit à la page 123. À la page 123. Ça, c'est quelqu'un qui était en charge de cette question-là, aussi bien comme secrétaire général de la présidence de la République, comme MINAT pendant 10 ans. Voici ce qu'il dit. Ça, c'est un extrait. Mais sur la question du mandat des élus, il dit ceci. Le Social Democratic Front, SDF, a posé des problèmes d'un autre ordre. En plus de causer des troubles de faible importance lors des opérations d'investiture, le parti a fréquemment radié des magistrats municipaux nouvellement élus, en demandant aux MINAT de les démettre de leurs fonctions. Nous avons toujours opposé une fin de non-recevoir à ces requêtes, estimant que si l'investiture est du ressort des partis politiques, une fois élus, les magistrats municipaux et les députés deviennent des responsables publics et ne sont astreints qu'au respect des lois de la République. Fin de citation. Quand on parle des questions de droit dans ce monde, le droit international qui alite le droit local, quand on parle des questions de droit et que un certain Maurice Kamto vous déclare, lui qui est membre du curatorium, l'Académie internationale du droit, où on consulte dans l'imaginaire de la pensée du droit, les limites du droit, avec toute son autorité, lui, Kamto, il vous dit, en vertu des lois de la République camerounaise, les lois que nous connaissons, celle de 1996, la Constitution de la République, qui est la racine des lois, et celle de 2012, la loi électorale, qui est la cime du droit électoral, il vous dit qu'en fonction de ces droits et de ces tests, je suis candidat et éligible. Kamto qui, sur le plan du droit, s'il n'est le mont Everest dans l'Himalaya,
il est le mont Kilimandjaro. En question de droit, le droit, s'il est le mont Everest, il est le mont Kilimandjaro. Alors vous ne pouvez pas prendre le mont Everest ou le mont Kilimandjaro et le positionner sur le même plateau que le mont Manengumba. C'est ce que j'entends. Le brouhaha qui alimente une certaine polémique qui n'a pas de sens dès le 11 mai 2011 à Bafoussam. Mais faites très attention. Faites très attention. Le législateur camerounais, que ce soit en 1996, vous êtes en train d'insulter sur sa mémoire. Lorsqu'en 1996, il est mentionné à l'article 15, alinéa 2 et 3, ce qui suit, 1. Tout député représente l'ensemble de la nation, la représentativité. Il faut comprendre ce que ça signifie. Et quand il est mentionné à l'article 15, alinéa 3, que le mandat impératif est nul, la nullité du mandat impératif, et c'est écrit tout mandat impératif est nul, donc sans exclusion. Et quand vous comprenez ça, on a un problème. C'est-à-dire, certains boucs, comme ils ont la barbiche, ils se disent des intellectuels, les intellectuels du tube digestif, ils élaborent les carabistouilles et les vilainies. Les vilainies sont les comportements de bas étage. Les carabistouilles, comme j'entends avec M. Fauchivet, c'est les histoires racontées sans fondement. Ils alimentent une polémique. Ils sont en train de déconstruire la Constitution, en train de vider la Constitution, parce qu'ils pensent avoir une barbiche à la même taille que celle de Maurice Kamto sur le plan du droit. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Kamto que vous avez alimenté un certain complexe. Il n'a pas interdit à certains de ces intellectuels du tube digestif d'aller à l'Académie de droit international. Il vous parle de la Constitution de cette République. Celle que nous avons admises, les textes sont clairs. On ne peut pas faire une élastification de la Constitution ou des dispositions. Il faut appliquer la loi, elle est écrite. Je peux appeler le sophisme juridique qu'on appelle le juridisme, ça se fait dans les amphis, ou du moins dans les assemblées. Les députés ont voté en 1996. Ils ont discuté. Ça a été voté. La loi a été promulguée. La Constitution a vu le jour. Et c'est écrit. On ne peut pas aujourd'hui insulter cette Constitution parce qu'à tout prix, il faut tuer politiquement un acteur politique devenu incontrôlable. Oui, il y a deux choses, soit nos institutionnels, donc ceux qui sont en charge d'appliquer la loi, que ce soit la loi politique, d'appliquer la Constitution politique institutionnelle, soit ils ne comprennent même pas la mouture, ce qui est écrit à cet article 15, soit alors ils font ce qu'on appelle la mauvaise foi. Les intellectuels, ils ont nom là, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Tout ce qui ronronne là, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Il n'y a pas une polémique ici à développer. Il faut appliquer la loi. Ça veut dire que à partir du 12 mai 2025, à la suite de l'acte de Bafoussam, il y a une question à l'article 121. Est-ce que le MRC dispose dans ses rangs au moins un représentant? Le mot élu n'existe même pas. C'est la tontine. Est-ce que le MRC dispose à son sein un représentant au niveau de nos assemblées? Oui. La première étant le conseil municipal. Oui. Oui. La réponse c'est oui. Et c'est la tontine parce que Bafoussam premier est une entité territoriale de ce pays. Et depuis le 11 mai 2025, oui, le MRC est représenté en vertu de l'article 121 au sein du conseil municipal de Bafoussam premier. Sauf si Bafoussam ne fait plus partie du territoire camerounais. Pour que la polémique puisse être enflée. Et ceci en vertu du nomadisme politique. Quand j'entends M. Fauchivet ronronner ici de la tontine, il y a le nomadisme politique, il y a la transhumance politique qui est garantie par l'article 15 alinéa 3 de la Constitution de la République. Nous parlons des lois constitutionnelles.
Nous parlons des lois constitutionnelles. Ça veut dire que si on continue à entretenir cette polémique, ceux qui sont en train d'éventer la Constitution, on va vers un vide constitutionnel. On les a déjà vus violer l'article 46 et 47 qui permet au Conseil constitutionnel de réguler les institutions qui ne fonctionnent pas normalement relativement à l'article 80 du Code électoral, la publication des listes électorales, au conflit qui oppose MRC à Elections Cameroun. On a vu comment il y a eu un déni de loi des articles 46 et 48 de la Constitution de la République. Il y a un déni de loi sur l'article 66 de la Constitution, 6 et 48 de la Constitution de la République. Il y a un déni de loi sur l'article 66 de la Constitution, sur la déclaration des biens. Il y a un déni de loi sur l'article 53 de la Constitution, sur l'institution de la haute cour de justice. On arrive aujourd'hui à un déni de loi sur l'article 15 de la Constitution. Alors que la Constitution est en train de se vider complètement. C'est un coup d'état constitutionnel que vous êtes en train d'alimenter. Et les conséquences sont graves. Juste parce qu'on va absolument éliminer un homme qui vous gêne. Il gêne quoi? Aujourd'hui, malheureusement pour vous, c'est que la société camerounaise, le Cameroun, la nation camerounaise, aujourd'hui a pris conscience de la nécessité de rompre avec un système qui est devenu une pesanteur pour sa prospérité. Parce que tous ceux qui sont en train de vouloir éventer la Constitution, en attaquant la possibilité, la légalité de la candidature de M. Kamto, retrouvent une assise populaire immersible, la immersibilisation du Cameroun. C'est-à-dire les tambours de la rupture battent de partout, même au sein des églises. Vous en savez quelque chose. Donc ça ne sert à rien. M. Kamto Maurice est candidat déclaré. Et sa légitimité ne souffre de rien au regard de la loi. Donc, il ne faut pas qu'on se retrouve, ne menez pas le Cameroun dans une sorte de chien-lit. Ce mot-là est fort à M. de Gaulle en 1958. Le chien-lit, c'est-à-dire le chaos. C'est le chaos que vous voulez préparer dans ce pays. Respectons la loi. Nous avons au moins encore des lois qu'il faut respecter. Donc, cette polémique ne sert à rien. Il faut la faire taire. Je pense même que le président du Conseil constitutionnel devrait faire taire cette polémique en tant que juge du droit.